بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا. Le corps sans vie et écorché de Mouammar Kadhafi, livré à la foule. C'est l'image extrêmement violente de la fin d'un règne de 42 ans en Libye. Le colonel Kadhafi, traqué dans sa ville natale de Sirte, qui venait de tomber aux mains des rebelles, a été capturé hier matin alors que son convoi tentait de quitter la ville, puis exécuté. Laurent Gbagbo passe ses premières heures dans sa cellule de La Haye. L'ancien chef de l'État ivoirien est le premier ex-président à comparaître devant la Cour pénale internationale. Il est arrivé cette nuit à l'aéroport de Rotterdam avant de rejoindre le centre de détention situé à une vingtaine de kilomètres de là. It's actually perception, and they say that perception is more than reality. Imaginez un instant que tout ce que vous pensez savoir n'est pas vraiment à vous. Que vos opinions, vos indignations, vos certitudes ne sont peut-être que le fruit d'un plan méticuleusement orchestré. Et si je vous disais que depuis des années, des entreprises entières se sont spécialisées dans la manipulation de masse. Elles façonnent nos émotions, nos votes, nos convictions, sans que nous ne nous rendions compte. Ce ne sont pas des gouvernements, ce ne sont pas non plus des hackers isolés dans l'ombre. Ce sont des structures privées, souvent très bien organisées, avec des bureaux et des budgets, et leur produit, c'est l'opinion publique. À travers les réseaux sociaux, les forums, les médias, elles sèment le doute, amplifient les colères et polarisent les sociétés. Elles fabriquent la peur, elles orientent la pensée, elles réécrivent la réalité. Sommes-nous encore capables de penser librement? Ou sommes-nous déjà prisonniers d'un théâtre invisible où chaque clic, chaque émotion est dirigée par une main que nous ne voyons pas? Derrière chaque campagne, derrière chaque élection, il y a peut-être une autre histoire. C'est de la désinformation stratégique. Une guerre silencieuse où les armes ne sont plus les balles, mais les idées. Et ce que vous allez découvrir, c'est que dans cette guerre mondiale de l'influence, l'Afrique est devenue le nouveau terrain d'expérimentation. Pas d'algorithme secret, pas d'armée numérique, pas de manipulation ici, juste nous, un micro et vous. Alors si cette vidéo vous parle, pas besoin d'une usine de désinformation. Pour vous le rappeler, likez, partagez et abonnez-vous. Vous êtes libre de votre choix et sans plus tarder, on passe à la vidéo. Bon visionnage. Depuis que l'humanité s'est communiquée, elle s'est manipulée. Bien avant Internet, les mots, les images, les affiches étaient déjà des armes. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du régime nazi, avait compris une chose simple. Contrôler l'information, c'est contrôler la pensée. Ces techniques, répétition, émotion, manipulation du vrai et du faux, ont ensuite été reprises, raffinées, modernisées, jusqu'à devenir un pilier du pouvoir politique. Pendant la guerre froide, les services secrets diffusaient de fausses nouvelles dans les journaux du bloc adverse. Dans la guerre du contrôle du pétrole, les États-Unis ont fait croire au monde entier que l'Irak possédait des armes de destruction massive. To disarm as required by the international community. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Cette déclaration aura même poussé l'invasion de l'Irak et la mort du président irakien Saddam Hussein. Les campagnes médiatiques faisaient déjà office d'usine à désinformation, mais à l'époque, tout restait sous contrôle. Il fallait des moyens, des réseaux, des imprimeries. Aujourd'hui, il suffit juste d'un clic. Avec les réseaux sociaux, l'usine de désinformation est devenue mondiale, instantanée et presque invisible. Les méthodes ont changé, mais le principe reste le même. Façonner le récit, influencer la perception, orienter les décisions. Sauf qu'aujourd'hui, les armées de propagande n'ont plus besoin de drapeaux ni d'uniformes. Elles s'habillent de hashtags,
de tweets, de profils inventés. Le champ de bataille n'est plus la rue, mais nos fils d'actualité. Et les soldats, ce sont des algorithmes invisibles, efficaces, infatigables. C'est dans ce nouvel écosystème que prospèrent des entreprises comme Team George, une société israélienne dirigée par Tal Hanan, un ancien membre des services spéciaux israéliens. Et la chronique Tech 24, comme chaque vendredi avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour. On revient aujourd'hui sur cette affaire Team Yorkgate, révélée par le consortium de journalistes Forbidden Stories, désolé pour la prononciation, des journalistes qui ont révélé les pratiques d'une officine spécialisée dans la manipulation d'informations. Oui, on voit à quel point ce qu'il y a de plus précieux dans une démocratie, c'est également ce qu'on a de plus fragile et en réalité la possibilité de voter, de manière en conscience libre, de manière totalement libre, puisqu'on essaye de nous manipuler et c'est véritablement une usine à manipulation qui a été révélée. Sous couverture, lui et son équipe vendent un service plus ou moins spécial, la fabrication du chaos politique sur commande. Lors d'une enquête conjointe menée par l'anglais The Guardian, l'allemand Der Spiegel et le français Radio France, les journalistes infiltrés ont découvert une machine bien huilée. Des dizaines d'écrans, un logiciel baptisé EMS pour Advanced Impact Media Solution et un réseau de plus de 40 000 faux profils numériques, tous dotés d'histoires crédibles, de photos et même d'émotions simulées. Que vous soyez un régime autoritaire qui a besoin de se maintenir, une puissance étrangère qui souhaite imposer un candidat ou juste une organisation qui souhaite créer du chaos politique, la Team George peut vous servir. Les élections et autres insurrections se vendent tout comme on vend du pain ou un abonnement en ligne. Des profils capables de lancer une rumeur, d'orchestrer une indignation ou de transformer un mensonge en véritable vérité virale en juste quelques heures. Selon Tal Hanan lui-même, 33 campagnes présidentielles auraient été menées à travers le monde, parmi lesquelles plus de 2 tiers se dérouleraient en Afrique, et 27 d'entre elles auraient abouti à la victoire de son client. Le business en lui-même est très lucratif, sachant que le prix d'une élection truquée oscille entre 6 et 15 millions d'euros. C'est pas une petite somme. Vous ne me croyez pas? Eh bien, cas pratique. Imaginez une démocratie sur le fil. Un peuple appelé à choisir son avenir, pendant que dans l'ombre, des ingénieurs de la manipulation programment le destin d'une nation. En 2022, le Kenya entre dans une élection tendue entre William Ruto et Raila Odinga. Mais derrière les débats, une autre bataille se joue, une bataille numérique. C'est là qu'entre en scène Team George. Les journalistes infiltrés ont filmé Tal Hanan, démontrant, preuve à l'appui, comment son équipe a réussi à pirater les comptes Telegram et Gmail des conseillers politiques de la campagne Ruto. Il leur montre en direct comment envoyer de faux messages depuis leur compte et les supprimer, puis semer la confusion entre les membres de la même équipe. L'objectif, désorganiser, semer la paranoïa, rompre la confiance au sein des cercles stratégiques. Mais ce n'est pas tout. Ces opérations exploitent aussi les fragilités sociales en jouant sur le plan historique, les craintes religieuses, les suspicions ethniques, les rivalités régionales. Les campagnes numériques peuvent attiser des tensions qui dorment sur la surface. Un message fin sur une prétendue communauté menacée ou une rumeur ciblée sur la sécurité d'un territoire suffit parfois à déclencher panique, méfiance et mobilisation communautaire. Dans un pays aussi divers que le Kenya, ces injonctions à la peur peuvent accélérer la polarisation et rendre un simple post viral beaucoup plus dangereux que son apparence. Le résultat, une campagne marquée par des rumeurs, des fuites truquées, des attaques d'identité numérique et un brouillard informationnel si dense que la frontière entre la vérité et le mensonge s'est quasiment dissoute et où la peur ethnique a failli se muer en conflit réel. Toujours pas convaincu? Deuxième cas pratique. En 2023 au Nigeria, à la veille d'une élection présidentielle explosive, des milliers de faux comptes apparaissent sur Facebook, X et TikTok. Ils diffusent des rumeurs ciblées du style « Le candidat de l'opposition veut diviser le pays »,« Des votes sont manipulés » ou encore « Des groupes ethniques préparent des violences ».
finally, right, ethnic and religious tensions. Because you touched on it a little bit when you said he was president for the Fulani headsmen and for Boko Haram, right? You know, so but what do you think, you know, happened under Buhari's presidency? It is because of Buhari blatant support for his own ethnic group, disregard for even the Hausa, that you have two situations going up in Nigeria now. One, conflict between Hausa and Fulani in the north. Because the Hausa people are complaining bitterly now that they have been marginalized for too long, and that is what Buhari did. That's his legacy. Then, in Nigeria, what did he do? Tinubu is now following in his footsteps. Ces messages, repris des milliers de fois, atteignent des millions d'utilisateurs en seulement quelques heures. Au Nigeria, où les identités ethniques et religieuses pèsent lourd dans la vie politique, ces narratifs n'étaient pas de simples attaques électorales, ils suscitaient de la peur. Des faux messages WhatsApp circulant dans le Nord ont entretenu la crainte d'une agression communautaire. Des vidéos manipulées faisaient croire à des incidents qui n'avaient jamais eu lieu. La conséquence, des tensions accrues entre les communautés, des appels à la prudence qui se transforment en désengagement électoral, voire en mouvement de protection communautaire, avec le risque réel que la peur se transforme en affrontement. Les analystes notent que lorsque la désinformation exploite ces clivages, elle change la dynamique même de la société. Elle polarise, elle fracture, elle peut déclencher des vagues de violence là où la confiance sociale est déjà très fragile. Des cas similaires sont légion absolument partout dans l'histoire récente de l'Afrique, que ce soit la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010, les printemps arabes ou bien la chute du guide libyen Muammar Kadhafi. Tous semblent porter la marque des usines de désinformation. L'un des cas les plus emblématiques de ce phénomène, c'est le génocide au Rwanda, où les ethnies rivales avaient été poussées à l'affrontement et à des tueries de masse à partir d'une station radio du nom de Radio Mécoline. Une fois qu'on a dit cela, plusieurs questions se posent. La première, c'est quelles sont les entreprises spécialisées dans la désinformation? À partir de quel pays opèrent-elles? Connaît-on le nom de leurs dirigeants? La seconde, c'est quelles sont leurs méthodes? Au fil des campagnes truquées, notamment celles sur le continent africain, quels sont les schémas récurrents qui apparaissent? La troisième, quels sont ceux qui ont recours à leurs services et dans quel intérêt? Et enfin la dernière, c'est comment y faire face. Eh bien, commençons par la première. Avant toute chose, il est important de savoir que Team George dont on a parlé n'est absolument pas la seule usine à désinformation. C'est un des cas les plus documentés, certes, mais elle a accompagné ou concurrencé selon le point de vue par de nombreuses autres entités. Pour le faire simple, on dira que dans le cadre d'un équilibre géopolitique mondial, les grandes puissances ont chacune développé leurs propres usines à désinformation, leur permettant de modeler le récit en leur faveur. On trouvera dans ce cartel des pays comme le Royaume-Uni, avec des entreprises comme Cambridge Analytica ou Bell Pottinger, qui aura influencé de nombreuses élections au Nigeria, en Europe et aux États-Unis. Cambridge Analytica suspend son PDG après la polémique sur le siphonnage massif de données personnelles. Une décision prise après la diffusion de propos d'Alexander Nix dans un reportage de Channel 4. Le dirigeant, enregistré à son insu, affirmait avoir dirigé la campagne numérique de Donald Trump pour l'aider à remporter la présidentielle. L'entreprise de communication stratégique est accusée d'avoir mis la main illégalement sur les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook. Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, la justice cherche désormais à savoir par quels moyens elle a pu en faire l'acquisition et comment Facebook a pu ignorer la situation. Le lanceur d'alerte et ex-employé de la firme Chris Wylie dit regretter d'avoir participé au projet. On trouve également l'Italie et sa Hacking Team, les Émirats Arabes Unis et son Dark Matter, les États-Unis et leur Blackwater, la Russie avec la Internet Research Agency. The United States has announced sanctions against some executives of Russia's state-funded news outlet RT and a number of other individuals, accusing them of trying to influence the presidential election in November. The US Treasury Department has accused 10 individuals, including RT's editor-in-chief and deputy, and 2 entities of covertly recruiting unwitting American influencers in an attempt to manipulate the vote.
Well, the Justice Department says it has seized 32 internet domains used in the influencing effort under directions of the Russian government. Ou encore l'État d'Israël championne toute catégorie avec des entreprises comme Team Josh, Psy Group, Black Cube ou encore la NSO Group. En ce qui concerne leur méthode en Afrique, c'est un peu toujours la même chose. C'est une sorte de schéma s'articulant autour des réseaux sociaux, des médias conventionnels et même des campagnes d'infiltration de terrain. Dans un premier temps, une armée de faux profils investissent massivement des plateformes comme X, Facebook ou encore TikTok et produisent du contenu qui apparaît de façon coordonnée, brutale et ciblée. Les éléments de langage sont créés, repris et fortement promus pour donner l'impression d'un intérêt important autour de la question. Tous les messages ou discours allant dans le sens du plan sont fortement amplifiés, créant ainsi dans l'esprit de ceux qui n'ont pas ce point de vue un sentiment de marginalisation et une sorte de conversion progressive de ceux n'ayant aucun point de vue sur la question. Tu rajoutes à cela une sorte de répression brutale des discours contraires, ainsi que quelques fake news et autres vidéos détournées distillées par-ci par-là, et on obtient quasiment la preuve par 9 nécessaire à convaincre la vaste partie du public en quête d'un point de vue. Une fois que les réseaux sociaux sont investis, c'est au tour des médias conventionnels et des influenceurs de l'être, soit par l'influence du discours se généralisant sur les réseaux sociaux, soit à travers de l'argent destiné à faire la promotion de l'idée ou juste à la mettre en lumière dans les débats devant les yeux du grand public ébahi. Pour compléter la recette, on y ajoute toutes sortes de divisions du fait du tribalisme, de la religion ou d'un quelconque élément pouvant fragmenter l'opinion à de petits groupes opposés les uns aux autres et bingo, on a tout ce qu'il faut pour un chaos politique savamment orchestré dans lequel n'importe quel individu, même le moins désirable, peut naviguer en eau trouble. Et là apparaît comme un sauveur, le client, bien content d'avoir mis autant d'argent au vu du résultat qu'il a obtenu grâce à tout ce désordre. Mais du coup, parlons de ce fameux client. Qui est-il? Quels sont ses intérêts? Et pourquoi lui ou ceux qui soutiennent sa campagne sont prêts à débourser autant d'argent dans le cadre d'une élection? On le rappelle, c'est quand même 15 millions d'euros. Si vous vous posez la question, vous faites bien, car c'est dans la réponse que réside le nœud du problème et la carte dans la manche du magicien. Le client est assez souvent de trois ordres. Nous avons dans un premier temps les partis au pouvoir qui, conscients de leur bilan désastreux, n'hésitent pas à mettre les moyens pour se maintenir, les plus vicieux engageant même subtilement les moyens de l'État pour saboter l'opposition et créer un climat de peur visant à les présenter comme mauvais, mais comme étant le meilleur risque à prendre, une sorte d'impuissance apprise généralisée à l'échelle de tout un pays. Le second type de client est l'opposant politique qui assez généralement est issu du même système que le président, a occupé un poste élevé, lui donnant accès à quelques contacts internationaux et qui sait comment fonctionnent les campagnes. Généralement, il n'a pas de divergence idéologique majeure avec le président sortant, mais il use de son influence pour manifester son ambition auprès des partenaires étrangers. Lui, n'ayant pas accès aux ressources du parti majoritaire ou au fond de l'État, doit se montrer malicieux pour réussir à trouver les moyens nécessaires pour financer l'opération qui quand même coûte 15 millions d'euros. Pour le faire, il fait appel à des partenaires internationaux et vend littéralement le pays dans le cadre de contrats léonins autour des ressources pétrolières, gazières ou autres mines cruciales pour l'avenir du pays. Des contrats de longue durée sont signés, l'argent est déposé et son image de sauveur est créée, faisant ainsi disparaître l'ensemble de son œuvre comme dans un vrai tour de magie. Le dernier type de client, c'est l'opposant politique porté par des lobbies financiers importants destinés à prendre le pouvoir, qu'ils soient nationaux ou internationaux, et qui, du fait de la puissance financière de ces lobbies, s'impose à l'État et au reste de la population. Ce cas-ci est relativement marginal au vu de la relation qui lie très souvent les forces financières d'un pays à ses forces politiques, notamment le parti au pouvoir. En bref, s'il y a bien quelque chose à comprendre, c'est que ces forces ne sont pas des forces liées à la politique ou à une idéologie, mais ce sont des produits financiers destinés à quiconque peut se les procurer. Que vous soyez un parti au pouvoir, un opposant politique, seul votre chéquier a de l'importance. D'ailleurs,
Il n'est même pas impossible que dans le cadre des élections, plusieurs partis, qu'elles soient au pouvoir ou de l'opposition, aient recours à leurs services. Le résultat de leur action est toujours néfaste pour le pays. Elle le laisse totalement divisé. Elle crée des fractures qui souvent sont à l'origine de tueries de masse, mais pire que tout, elles opèrent un chamboulement dans la compréhension des enjeux historiques de la nation qui peuvent être fatales pour celle-ci. Du coup, comment faire échouer de telles manœuvres? Déjà, il faut vulgariser la vérité autour de ce cartel. Pour le faire, parlez-en autour de vous, c'est la première des choses à faire. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de partager la vidéo avec vos contacts. Si ça se trouve, ça peut aider plus d'un dans votre pays. Après cela, il est important de se créer une opinion qui vous soit propre, au moins sur les sujets d'importance comme une élection présidentielle. Et surtout, ne pas se laisser embarquer dans des agitations qui vous semblent incohérentes sur les réseaux sociaux, ni souscrire à toutes sortes de prêt-à-penser visant à vous imposer une vérité. N'hésitez pas à consulter des médias alternatifs non financés, ça vous garantit un autre point de vue qui vous permettra de faire le choix qu'il faut. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On terminera cette vidéo avec une élection en cours, celle du Cameroun, pays pilier de l'Afrique centrale et carrefour quasiment obligatoire entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Au Cameroun, le président est âgé de 92 ans, il est au pouvoir depuis 43 ans, la population majoritairement jeune du pays en a marre et les conditions de vie y sont très difficiles. Pour ce type d'entreprise, c'est quasiment une mine d'or. Entre les faux comptes qui investissent massivement les réseaux sociaux, les médias et influenceurs qui les suivent et accompagnent, de vastes campagnes visant à changer des opposants en collaborateurs du pouvoir et des collaborateurs du pouvoir en opposants, nous sommes là dans un cas d'école. Bien évidemment, tout ceci ne serait pas complet sans une dose de fragmentation sociale, religieuse, mais surtout tribale. Aujourd'hui, la phobie des Bamileke, faut bien le nommer. La peur absolument irrationnelle, la haine presque atavique d'une composante importante de ce qui, il faut le regretter, n'est pas une communauté politique. Nous sommes donc très curieux de savoir comment tout cela va se terminer, en espérant que ça se termine bien et qu'un jour l'histoire nous dise tout sur les dessous de cette élection. En attendant d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous, ça vaut de l'or. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles actualités sur la tech et l'économie autour du continent africain. Aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun.